13h30 à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a rencontré le mardi 16 juillet 2024 pour la première fois depuis sa prise de fonction les agents et cadres de l'administration de son ministère. Teddy Luamba a par cette occasion annoncé aux agents ses priorités pour améliorer son secteur et aussi les conditions socio-professionnelles des employés du ministère. La cérémonie a eu lieu au secrétariat général du ministère dans la commune de La Gombe, au nord de Kinshasa. Suivez. Invité monsieur le secrétaire général pour son mot de circonstance. C'est dans la cour aménagée du secrétariat général du ministère de Ressources hydrauliques et électricité que la cérémonie de présentation du ministre a eu lieu. Agents et cadres de l'administration, membres du cabinet du ministre, tout le monde était présent. C'est le secrétaire général qui a pris la parole en premier. Pelembongo Passi a évoqué entre autres le contraste persistant entre la performance du ministère dans la réalisation des recettes et la précarité dans laquelle vivent le personnel. Cependant, le personnel qui ne ménage aucun effort pour parvenir à ces résultats vit dans un état de précarité sans précédent pour un ministère aussi vital que le vôtre. Avec une prime permanente qui vaut moins de $200, sans moyen de transport pour leur mobilité, cela constitue un handicap sérieux pour maintenir cet élan. Le président de la délégation syndicale de l'administration du ministère des Ressources hydrauliques et électricité a rappelé au ministre que les différentes préoccupations des agents de l'administration de son ministère sont déjà sur sa table. Je voudrais aussi rappeler que son Excellence avait eu l'occasion de rencontrer la délégation syndicale que nous avons représenté les agents tous ensemble. Et pendant ce moment, nous n'avons pas manqué de pouvoir glisser un mot qui est venu des agents qui sont en face de vous. Et dans ces moments, nous avions retracé quelques axes qui nous avons estimé qui étaient prioritaires. Entre autres, le premier axe a consisté à l'organisation et fonctionnement des services du secrétaire général aux ressources hydrauliques et électricité. Le ministre Teddy Luamba veut quant à lui instaurer un dialogue permanent avec le personnel pour dissiper tout malentendu qui peut s'ériger en obstacle à l'atteinte des objectifs. Rien ne se passe sans pour autant dialoguer. Je préfère substituer le régime de conflit par le régime de participation. Que tout le monde fasse partie des débats, que tout le monde, bien sûr de manière représentative, fasse partie de tout ce que nous avons comme discussion. Parce que les conflits viennent de l'opacité. Si tout est clair, si tout le monde peut comprendre, tout le monde peut accorder ne plus que le bénéfice même du doute, mais aussi l'espoir. Pour le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, la qualité dans la performance attendue chez les agents passe par l'amélioration des conditions de service et il en fait sa priorité. Le ministre Luamba a clôturé cette cérémonie par la remise symbolique des mobiliers de bureau et des clés de contact de 4 véhicules 4x4 pour faciliter la mobilité des agents. Et de son côté, la Société nationale d'électricité, SNEL en sigle, s'est dit satisfaite de l'avancement des travaux d'électrification du quartier Koluka, l'un des quartiers pauvres dans l'ouest de Kinshasa. C'est lors d'une mission d'évaluation effectuée le mardi 16 juillet dans ce quartier que l'équipe de la SNEL a manifesté son contentement à propos du travail qui est déjà fait sur terrain. En dehors de l'éclairage public lancé dans cette agglomération il y a 2 semaines, la SNEL a débuté le lundi le branchement des ménages avec des compteurs prépayés. Regardez. Le quartier Koluka sera d'ici peu totalement électrifié. Voilà 6 mois que la Société nationale d'électricité est à pied d'œuvre dans ce quartier pauvre de l'ouest de Kinshasa. Sur les 5 cabines déployées sur les réseaux basse tension, 4 sont déjà réhabilitées.
Sur terrain, les résultats sont satisfaisants. L'éclairage public a été lancé il y a 2 semaines et depuis le lundi, la SNEL avec ses partenaires a commencé le branchement des abonnés grâce au compteur prépayé. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le cadre de la mission de supervision des travaux sur site. Nous étions ici en décembre avec notre DG pour le lancement des travaux. Et aujourd'hui, 6 mois après, nous sommes revenus pour faire l'évaluation de l'état d'avancement des travaux sur site avec les contractants Sogeac. Nous avons tenu une réunion d'évaluation et puis nous avons passé en revue tout ce qui est en train d'être fait ici. Nous sommes très satisfaits de l'avancement des travaux. À ce jour, on a déjà réhabilité 4 cabines sur les 5 qu'on avait prévues. Et on a déjà commencé la reprise BT sur les 5 nouvelles cabines qu'on avait implantées dans le cadre de notre projet ici sur site. C'est la Société Générale d'Action et du Commerce Sogeac qui est chargée de placer ces compteurs prépayés. L'ingénieur José Biancantou, coordonnateur du projet, affirme que d'ici fin 2024, tous les ménages seront desservis avec les placements des compteurs prépayés. Le local sera électrifié, tout ménage sera servi. Et là, vous avez vu que le compteur prépayé ont déjà commencé, donc tout camp local sera servi. Sur le terrain, il n'y a pas de contraintes. Sogeac a tout le matériel, tout est là, donc tous les ingrédients sont vraiment réunis pour que ce projet aille à la fin. Donc il n'y a pas de contraintes. Nous, on n'a pas de contraintes pour travailler. Donc on s'y met seulement, on est en train de courir, il n'y a pas de cheval pour que nous arrivions à la fin de notre projet. Le raccordement des ménages et des placements de compteurs après paiement ont commencé en début de semaine. Le directeur de la coordination du projet à la SNEL exhorte la population à protéger ses installations. Donc ce projet, nous l'avons réalisé pour eux. Nous demandons à la population de Kanlouka de protéger les installations, de ne pas toucher, parce que nous avons constaté que les gens commencent déjà à chercher à se raccorder, même sur les câbles sur lesquels les contractants sont en train de placer. Ils attendent qu'on puisse terminer le projet. C'est pour leur bien qu'on est en train de faire, qu'on ne touche pas les installations. Au total, 10 cabines électriques seront concernées pour le projet de réhabilitation du réseau. La SNEL envisage d'ajouter d'autres cabines pour desservir efficacement la population du quartier Kanlouka. Page africaine, à présent, le Fonds monétaire international a approuvé l'octroi d'environ 43 millions de dollars en faveur du Congo-Brazzaville dans le cadre de la facilité élargie de crédit engagée en 2022. Une approbation qui intervient après 4 revues du programme triennal soulignant l'efficacité économique des réformes structurelles. Diane Bonga nous fait le point. Le journaliste économique Alphonse Ndongo a expliqué à Africa News que le Fonds monétaire international, contrairement aux idées reçues, ne nous donne pas de l'argent pour pouvoir mener à bien notre développement. Le Fonds monétaire international nous permet de soigner la qualité de notre signature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous soyons crédibles. Et quand vous êtes crédible, vous pouvez maintenant aller lever les moyens ou alors les fonds dont vous avez besoin sur le marché financier international. Le Congo est quand même légèrement au-dessus de la norme communautaire qui est de 3%. L'inflation du Congo est aujourd'hui à 3,7%. Donc ça montre qu'il y a une amélioration au niveau des indicateurs macroéconomiques. Cependant, certains membres de la société civile et acteurs politiques congolais redoutent des insuffisances en matière de gouvernance. Je déplore qu'au niveau des grandes réformes qui auraient pu aider le Congo à sortir de cette crise, très peu a été fait. Avec un indice de perception de corruption de 22 sur 100, véritablement médiocre, rien n'a été fait. Les retraités ont par exemple 41 mois d'arriérés de pension. Les étudiants ont 3 ou 4 ans d'arriérés de bourse. L'université Marien Ngouabi est en grève. Moi, je considère que c'est le fait de la mauvaise gouvernance. Selon le FMI, la croissance congolaise devrait se situer autour de 3,5% des indicateurs positifs
qui sont bien loin du quotidien du Congolais, qui estiment que ce sont eux qui font le frais de réformes structurelles du FMI. Mais le gouvernement de son côté s'est vu rassurant et a promis que d'ici l'an prochain, le Congo pourrait enfin voir le bout du tunnel. Et au Kenya, la population ne décolère pas et les manifestations anti-gouvernementales ont repris. Dans le centre-ville de Nairobi, la police a utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants alors qu'ils réclament la démission du président Ruto. Certains militants plaident pour une prise en compte de leur voix. Commentaire de Merveille Loabéa. Ces rassemblements ont eu lieu malgré le retrait par le président kenyan du projet de loi de finances controversé et le limogeage de son cabinet. Dans une allocution télévisée, le chef de l'État a également limogé le procureur général et a déclaré que le ministère serait dirigé par le secrétaire permanent. Ruto a déclaré qu'il avait pris cette décision après avoir écouté le peuple qu'il formerait un gouvernement à base élargie après des consultations. Le Kenya a connu 3 semaines de troubles au cours desquelles des manifestants ont pris d'assaut le Parlement suite à l'adoption du projet de la loi de finances prévoyant des nouvelles textes. Lors de manifestations, plus de 30 personnes sont décédées. À présent, place à la revue de presse. La revue de presse, c'est avec Diane Bonga. Bonjour Diane. Bonjour Bijou Lomona. Tu vas bien? Je vais bien et toi? Moi également, je vais très bien. Alors aujourd'hui avec Diane, nous allons décortiquer ou passer en revue l'actualité parue dans le journal d'ici mercredi 17 juillet 2024. Alors on commence avec la situation sécuritaire à l'Est, la trêve humanitaire vole en éclats, les terroristes du 1-23 RDF tuent des civils à Bouéhémana. Oui, Bijou, comme tu l'as si bien dit, la plupart des journaux parus ce mercredi 17 juillet 2024 dans la capitale congolaise reviennent sur la violation de la trêve humanitaire décrétée par les États-Unis dans la partie est de la RDC où le FARDC s'en font face à la guerre d'agression. Le journal L'Avenir ouvre le bal à ces sujets et titre en sa une que les rebelles du M23 coalisés à l'armée rwandaise ont largué une bombe depuis leur base qui est tombée dans la matinée ce lundi 15 juillet sur Bouéhémana dans le territoire de Masisi au Nord Kivu, faisant au moins 3 morts parmi les civils en violation de la trêve de 2 semaines en vigueur depuis le 5 juillet courant. Dans les camps des déplacés de Don Bosco, note ce portail, la désescalade annoncée par les États-Unis ne fait pas l'unanimité. Selon ces tabloïds, cette mesure est jugée insuffisante par certains déplacés des guerres. L'Avenir précise que les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dénoncent ainsi le non-respect par les terroristes de la trêve qui devait permettre aux humanitaires d'accéder aux zones touchées par les conflits dans la province du Nord Kivu. Voilà, et toujours dans le même chapitre, violation de la trêve humanitaire au Nord Kivu, Kinshasa dénonce une énième barbarie de Kigali et attend une clarification de Kampala. Oui, sur le même volet, mais cette fois-ci avec Média Congo qui constate qu'après avoir violé plusieurs fois cette trêve humanitaire, laquelle devrait courir du 5 au 19 juillet, la coalition RDF M23 l'a purement et simplement enterrée. Ces portails rapportent que cette coalition du mal s'est lancée depuis lors dans une campagne visant la conquête de nouvelles localités dans les territoires de Lubero, Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Ces quotidiens signalent que le lundi 15 et mardi 16 juillet, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 ont lancé des attaques répétées contre les FARDC à partir des collines de Kashinga, Mutwe et Ndumba dans les environs du village de Bouéhémana dans les territoires de Masisi. Comme bilan provisoire de violations répétées de la trêve humanitaire, Mediacongo.net note 7 morts et des nombreux blessés en 2 jours. Et l'armée congolaise accuse le M23 et le Rwanda de violer la trêve.
Oui, cette fois cité par le journal Africa News, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a dénoncé sur son passage au plateau de TV5 Monde la barbarie du régime rwandais à la suite de bombardements survenus à Bwerimana. Cette énième violation de la trêve humanitaire, indique Patrick Muyaya, illustre davantage les velléités expansionnistes de Kigali, note ses quotidiens. Sans passer par le dos de la cuillère, souligne ces tabloïds, Patrick Muyaya a réaffirmé l'engagement et les efforts des autorités congolaises à apporter de l'aide aux populations déplacées. Et enfin, reprise des combats, la trêve humanitaire rompue. On clôture avec le journal La Presse. L'ambassadeur du Maroc en RDC, Haguim, a réitéré le solide soutien de son pays au gouvernement de la République démocratique du Congo alors que la nation fait face à une guerre injuste imposée par le Rwanda dans sa partie est. Avec des mots empreints de sincérité, indique cet hebdomadaire, ces diplomates a souligné l'engagement indéfectible du Maroc en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale totale de la RDC lors de son échange avec le ministre d'État en charge des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Ouagber. Voilà. C'est tout pour cette revue de presse et c'est avec cette revue de presse que prend fin ce journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. L'actualité reste en continu. Retrouvez la grande édition à 19h avec Ranta Luyela. D'ici là, bonne suite de programmes sur nos antennes.